Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission où nous mettons à l'honneur avec la Tribune et la BPI celles et ceux qui modernisent les secteurs de l'art et de la création. Sur notre plateau, Vera Kempf, vous êtes cofondatrice de Singulart. Bonjour. Bonjour. Juliette Deblégier, vous êtes présidente de Leblond de Lienne. Bonjour. Bonjour. Leblond de Lienne. Et Alexandre Lavallée, vous êtes CEO et cofondateur de Célas Studio. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire. Bonjour. Bien, bonjour. Cette émission met en avant, avec la French Touch, un mouvement de création française. La French Touch est un mouvement inspiré et inspirant qui s'est créé pour valoriser et accompagner le développement des industries culturelles et créatives. L'ambition est de déclencher une dynamique collective et de fédérer autour d'un coq orange lumineux que vous connaissez, des entreprises ambitieuses et innovantes, des talents uniques, animés par des valeurs d'excellence, d'audace et de liberté créative. La French Touch réunit les entrepreneurs, des artistes, des industries culturelles et créatives autour de réalisations concrètes dans un souci de transversalité. Les industries culturelles et créatives regroupent des secteurs de premier plan pour la France et sont indispensables à la fois à notre économie et à notre rayonnement à l'international. Derrière cette dénomination se trouvent des industries de la mode, de la création, des arts visuels et des arts de vivre, des jeux vidéo, mais aussi de l'édition, de la musique, du spectacle vivant, sans oublier bien sûr le cinéma et l'audiovisuel. Elles ont pour dénominateur commun le talent créatif et le savoir-faire et sont unies par des enjeux communs d'international, de digitalisation, d'impact et d'inclusivité, sans oublier de réindustrialisation. La French Touch et la BPI sont aujourd'hui au cœur de l'innovation. Ce n'est plus uniquement technologique, c'est aussi multidimensionnel, ouvert, agile et surtout créatif. Parce que innover, c'est prendre des risques. La French Touch est aux côtés des marques et des entrepreneurs pour les financer et les conseiller sur leurs projets. Du plus jeune stade de développement à des maturités plus avancées. Depuis le lancement du plan French Touch en 2030, 3 milliards d'euros ont été déployés et 7500 entreprises créatives ont été accompagnées. Avant d'aller plus loin sur ce que développent ou produisent les entreprises que vous représentez, permettez-moi d'aborder avec vous ce que c'est pour vous que la French Touch. Alexandre, vous êtes CEO et cofondateur de Célas Studio. Pour vous, cette touche française, est-ce qu'elle est indispensable au rayonnement de la France à l'international ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, merci de l'invitation pour aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre entreprise ne serait pas où elle en est aujourd'hui sans le support de la French Touch et de la BPI, puisque nous, on a 2 chercheurs dans l'équipe et une partie des salaires de nos chercheurs sont pris en compte. Et ça, honnêtement, on a un système capitalistique très différent des Américains. Et moi, je suis très honoré. Je suis revenu en France spécialement pour créer mon entreprise en France. Donc, tout à fait... La French Touch, ça a un sens Ça a un sens, c'est une communauté d'experts, c'est une communauté d'entraide. Nous, on est plutôt des technophiles à la base. Il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas quand on lance une entreprise, surtout lorsqu'on est assez jeune. Et effectivement, avoir les équipes de BPI, avoir le soutien, par exemple des équipes de Nicolas Parpex sur ces sujets-là, pour nous, c'est un vrai accélérateur. Et pour la petite histoire, on a reçu de l'aide de la part du réseau BPI et de la French Touch pendant le mois d'août en France, donc je vous laisse imaginer l'impact que ça a réellement pour nous, quoi. Mais on le voit ensemble dès à présent. Je me permets de rebondir. La French Touch, c'est pas simplement une verticale de la BPI, mais c'est aussi un esprit français. Juliette Deblégier, vous êtes la présidente de Leblond de Lienne. Lors de la Paris Design Week qui vient de se terminer, est-ce que vous avez perçu auprès des visiteurs l'importance de cet esprit français, de cette French Touch dont on parle ? Oui, absolument. C'est vrai que le savoir-faire d'exception qui est celui de l'atelier aujourd'hui permet vraiment le rayonnement de la France à l'international notamment, parce qu'aujourd'hui on travaille beaucoup à l'export et c'est un sujet qui est clé et qui est très recherché de la part de nos clients. Il y a vraiment ce rayonnement qui est apporté par l'industrie et la créativité française, où on a vraiment parmi les talents les plus beaux au monde. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'enorgueillir, nous les Français, toujours à se dire qu'on est les plus beaux Voilà. Là, je parle vraiment aussi en termes de créativité et des projets qu'on a présentés lors de la Paris Design Week, notamment une collaboration avec Jean-Charles de Castelbajac. On va y venir. Je mets
au centre de cette créativité, ces talents-là reconnus dans le monde entier. Et c'est vrai que ce soit dans la mode, dans l'art et encore dans plein d'autres domaines, la France bénéficie d'un rayonnement très très fort. Bien sûr. Vera Kempf, vous êtes cofondatrice de Singular et ambassadrice de la French Touch. Vous faites le pont entre la tech et la touch. Exactement. Et donc, mon Singular a une vocation à représenter des artistes de tous les pays. Donc, on représente des artistes français et d'autres pays. Et le but, c'est justement de pouvoir faire rayonner des artistes reconnus localement à l'international. Mais nous, en tant qu'entreprise et avec mes associés, c'était très important pour nous de créer un leader depuis la France, donc qui allie tech et touch. Mais voilà, de montrer que la créativité française peut créer des leader dans le monde entier avec un gros chiffre d'affaires à l'international. Et 2 millions de visiteurs par mois sur Singular, fondé donc en 2017 avec Brice Lecomte et Denis Fayolle. Comment vous est venue cette idée ? Est-ce que vous pouvez en même temps nous parler de cette quand vous avez réalisé, vous aviez 12 ans aux États-Unis, que la French Touch, le fait d'être français, ça nous singularisait ? Oui, je pense que quand je suis allée aux États-Unis, je pense que c'était une de mes premières expériences à l'étranger et je pense que tout un chacun réalise quand il va à l'étranger à quel point il est français, à quel point peut-être on a certains traits ancrés en nous qu'on n'avait peut-être pas, dont on n'avait pas pris conscience. Et moi, c'était effectivement de comprendre que la France avait une certaine image auprès des Américains, que Paris était très attractif. Moi, j'ai pas grandi à Paris, donc c'était encore plus étrange pour moi. J'avais été transplantée de Chambéry dans l'État de New York et là soudainement on me parle de Paris. Donc j'ai pris conscience de ça. Je pense que le cinéma joue un rôle très fort dans la diffusion de notre image à l'international. Et voilà, ça m'a accompagnée. Ensuite j'ai eu la chance de vivre dans d'autres pays et à chaque fois voilà, c'est quelque chose qui me marque de voir à quel point on intrigue et on rayonne à l'international. Vous rayonnez à l'international au point que vous présentez maintenant, je crois que c'est près de 10 000 artistes partenaires, 146 nationalités, dans 60 pays. Enfin, vos œuvres, enfin les œuvres de vos artistes partenaires sont accessibles dans 60 pays. Et avant de revenir sur les artistes qui collaborent avec Madame, avec le Blond de Lienne, parce que pas uniquement avec vous, mais entendons grâce à vous, j'aimerais savoir comment c'est fait. Je crois que c'est un photographe qui était originaire d'Afrique du Sud. Comment est-ce que vous avez réussi ? Vous sortez de Sciences Po, je crois, vous revenez de la Corne de l'Afrique ou que sais-je, et comment vous êtes venu cette idée de démocratiser ce monde de l'art ? Aujourd'hui, on se dit que pour acheter une œuvre d'art, il faut aller dans une galerie, vous rendez ça, vous le digitalisez, il y a le boom du Covid. Comment vous est venue cette idée ? Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Je ne me suis pas levée un matin et soudainement j'ai eu une idée. Hein. C'est un processus itératif, forcément. Il y a la volonté d'aller digitaliser un secteur qui ne l'a pas été. Et quand vous questionnez les gens du monde de l'art, en tout cas il y a 6 ans, quand on a lancé Singular, la défiance qu'il y avait vis-à-vis du digital, en tant qu'entrepreneur, nous, ça nous a fait dire qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc ça, c'est finalement la première étincelle. Et deuxièmement, effectivement, c'est ma discussion avec Graham Williams, qui est un photographe sud-africain, et qui m'a dit « Mais Vera, demain, les gens ne se déplaceront plus dans les foires. Nous, on a besoin de personnes qui comprennent ce que c'est que le digital, parce que nos galeries ne savent pas s'emparer de ce médium. Comment on fait ? Lancez-vous, on a besoin de vous. » Voilà, et donc ça a été un trigger à ce moment-là de me dire si les artistes nous le demandent, et il faut le faire. Et effectivement, il avait peut-être raison, puisque après, avec le Covid, quand toutes les foires et toutes les galeries ont fermé, il était important pour les artistes d'avoir un canal digital pour continuer à être présents et à vendre. Mais il n'y a pas uniquement le digital, on a aussi le plaisir quelquefois de se rendre dans un lieu. Vous venez d'exposer rue de Turenne, vous allez de nouveau exposer dans votre showroom à Neuilly. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir ces lieux de rencontre aussi avec les collectionneurs ? Oui, absolument. Surtout la Paris Design Week, Maison et Objets ou les autres salons commerciaux sont des moments clés et très forts pour la marque. Nous avons beaucoup de visiteurs, aussi bien des clients que nous connaissons que des nouveaux clients avec qui on engage des discussions. Donc c'est vraiment aussi plonger le visiteur dans l'univers de marque
Ce sont toujours des moments joyeux aussi, parce qu'on fait des scénographies. Là, on a co-exposé avec Maison Dada et Thomas Dariel, qui présentait aussi une collection avec Jean-Charles de Castelbajac. Donc on a besoin aussi de ces moments de rencontre, de ces moments d'échange. C'est également très fort en termes de retour, parce qu'on a besoin aussi d'avoir le retour de ses clients, de rencontrer les designers. C'est vraiment un beau moment de célébration et effectivement très important également en termes de vente et de développement commercial. Hormis l'aspect technique, on va venir vers vous dans quelques instants, Alexandre, parce que vous développez tous une vraie appétence pour la technologie et pour les nouvelles technologies. Il y a un autre aspect qui vous relie, c'est l'amour des artistes. Vous mettez en avant 10 000 artistes partenaires et vous permettez à des objets rentrer dans la culture, je dirais, contemporaine. Je ne vais pas les citer, mais vous allez Hello Kitty, Mickey, Astérix, d'être remis au goût du jour à travers des artistes que là aussi vous allez démarcher. Comment ça se fait? Comment vous réalisez? Comment vous avez fait cette rencontre avec Jean-Charles de Castelbajac, 72 ans, connu et reconnu à travers le monde entier, jeune papa comme moi, enfin, comment est-ce que vous avez fait? Alors c'est vrai que la recette de Le Blond de Lienne, de retravailler autour des icônes de la pop culture, comme Mickey, qui est vraiment un personnage avec une portée internationale extrêmement forte, qui parle à tous les marchés, à tous les clients, à tous les âges, reste un vecteur très fort. Et ensuite, de faire intervenir des artistes, des designers dans la création, permet vraiment d'avoir des projets assez inédits. Et bon, le fait d'avoir ces licences-là est déjà un premier pas après dans l'approche des designers, des artistes que nous souhaitons démarcher. Jean-Charles de Castelbajac, pour revenir sur ce projet, c'était une évidence. Il a toujours eu un lien très fort avec le personnage de Mickey. On le retrouve dans son travail depuis les années 80. Il l'a dessiné, il l'a fait figurer dans sa mode. Donc il y avait vraiment aussi ce lien qui s'est fait naturellement. La couleur, évidemment, parce je parlais de gaieté, mais le fait de pouvoir le réinterpréter Mickey avec le style camouflage, color block. Le Mickey Color, pour ceux qui ne savent pas. Mickey Color, hein, il y a des petits noms après magnifique. Qui ont été donnés. Magnifique. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette alchimie qui fonctionne et cette évidence aussi dans le lien et le travail de certains artistes autour de la pop culture, qui est quand même aujourd'hui un domaine extrêmement fort et porteur, et ces recettes et ce mélange qui fonctionne extrêmement bien. Cet amour des artistes et également du design, est-ce qu'on pourrait retrouver peut-être un jour sur Singular, je crois que c'est déjà le cas, des designers, on retrouve des photographes, des peintres, donc qui sont des professionnels. Hein. Singular, vous travaillez, vous mettez en avant cette espèce d'énorme salle d'exposition digitale, numérisée, 10 000 artistes, je rappelle. Vous mettez des artistes qui sont professionnels. Est-ce qu'on pourrait retrouver des designers qui seraient passés par Le Blond de Lienne, par exemple est-ce qu'on pourrait retrouver Mickey Color ou Mickey Camo On peut en discuter. C'est ça aussi la French Touch, c'est le fait de pouvoir créer des collaborations entre les entreprises françaises qui partagent les mêmes valeurs. Donc avec plaisir pour en discuter. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'en mettant en avant les icônes de la pop culture, on permet peut-être aussi à d'autres typologies de personnes de s'intéresser à l'art. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous, de se dire que d'autres publics peuvent s'intéresser à l'art et c'est pas forcément des sujets extrêmement compliqué. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme en histoire de l'art pour avoir des émotions devant une œuvre. Donc je trouve intéressant aussi d'assumer le fait d'être dans la pop culture pour toucher, je pense, un public différent peut-être. Oui, et puis les icônes aussi de la pop culture ont souvent été utilisées dans l'art, dans le street art. On retrouve des personnages, on voit Picsou, les Schtroumpfs aussi sont souvent réinterprétés. Et ils sont réinterprétés chez Cella Studio. Et on va savoir exactement, Alexandre, enfin, d'où est-ce que ça vous vient ce nom? Parce que vous aussi, vous voulez démocratiser, vous voulez permettre à tout un chacun de devenir un artiste grâce à l'intelligence artificielle. Racontez-nous comment c'est né et ce que veut dire Cella Studio. Ouais. Alors peut-être pour résumer en quelques mots, alors Cella Studio, c'est un laboratoire français qui est spécialisé dans la création de modèles d'intelligence artificielle qui permettent, à partir de simples phrases naturelles, un chevalier en train de jouer devant une foule, de créer du coup une image à partir de simples mots. Donc c'est à la base des projets qui sont issus de la recherche fondamentale, dont la France est un des grands champions puisque nous sommes un grand pays des mathématiques. La plupart des grands ingénieurs de la Silicon Valley dans ces domaines-là sont des Français. Et donc de Cella Studio, on s'est donc donné l'idée d'être capable de donner quelque part l'accès à la culture, l'accès à l'art,
puisque tout le monde a accès au langage, et avec le langage, on peut créer tout type de visuel. Donc Cela Studio, en fait, le nom vient en fait du grec, c'est Séléné à la base. On cherchait un nom avec mes associés, et moi je suis fan d'histoire et donc d'art de manière générale. Séléné, qui est la déesse de la lune en grec, de Séléné a donné le nom Sélas, qui veut dire la lumière, l'éclat. Et le parallèle qu'on a voulu faire, c'est assez compliqué d'expliquer ce qu'on fait, puisque c'est de la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Vous faites partie du hub Deep Tech. Hein. Deep Tech, on est en train de le rejoindre, oui, effectivement. Oui. Félicitations. Le but, c'était de se dire, en fait, si on regarde la Lune, il y a toujours deux phases. Deux faces. Il y en a une qui est visible, une qui est invisible. La face visible, c'est le résultat de nos algorithmes. C'est des images exceptionnelles qui touchent des gens, des images qui vont même gagner aujourd'hui des concours de beaux-arts aux États-Unis. Alors voilà, ça porte à polémique. Et la face cachée, qui est toute cette partie ingénierie, mathématique extrêmement complexe. Et donc on voulait jouer sur le fait que il y a toujours deux faces qui sont dans ce qu'on fait, et que la Lune, c'est une répétition de cycles, et que l'essentiel des algorithmes aujourd'hui, la façon dont ça fonctionne, c'est des boucles qui travaillent, mais qui travaillent à une manière totalement folle. Donc voilà un petit peu le nom. Concrètement, pour ne pas perdre nos followers, nos téléspectateurs, on va s'intéresser à savoir ce qu'on peut faire concrètement. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Par exemple, vous qui êtes fan chez vous imaginons de Indiana Jones, grâce à votre application, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à Cela Studio, on peut créer une affiche avec la façon des affiches de Indiana Jones, où on se met nous-mêmes, puisqu'on peut faire des photos et les incrémenter sur votre studio, Cela Studio, et ça nous permet d'avoir une affiche avec le visage de Martin chevauchant avec son... Et ça, c'est extraordinaire. Et tout ça, on peut tout un chacun créer son œuvre d'art et le rendre, comme vous le faites, mesdames, abordable et démocratique. Ouais, tout à fait. Exactement. D'ailleurs, c'est un peu l'idée cadeau auquel on pense pour les fêtes à venir, c'est réinterpréter une image dans le style d'un artiste, dans le style de Gauguin, si on aime bien Gauguin, ou faire des mélanges un peu improbables. Je m'étais amusé par exemple à créer, c'est dommage que je puisse pas vous le montrer, mais les œufs Fabergé dans le style des pancakes que vous trouvez à McDo, et ça fait des images assez exceptionnelles. Donc voilà, c'est un outil de création, et ça reste un outil. Un outil qui est en plein développement, on l'a compris, parce que vous êtes une jeune entreprise, vous avez été créé en mois d'avril. On a été créé en avril, matriculé en avril, on est maintenant 8 personnes. On a le soutien de la BPI, puisqu'on a la labellisation Deep Tech, donc French Tech Emergent. Et donc, ça va à toute vitesse, parce que ce milieu-là va à toute vitesse. Et on va bientôt revenir avec vous sur le soutien que vous a apporté à chacun de vous, la BPI, ou pourrait vous apporter. On va venir à une autre question avant, puisqu'on a parlé de la 2D, vous allez peut-être passer à la 3D un jour. Ça m'amène à vous poser une question, et peut-être que Juliette, vous allez pouvoir nous éclairer sur cette question de licence. Quand vous utilisez, on est en France, c'est très protégé, il y a de nouvelles réglementations, on connaît tous ces RGPD, et sur la propriété intellectuelle. Est-ce que c'est pas compliqué de créer, à partir d'œuvres existantes, de nouveaux objets, je dirais? Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est pas un combat également aussi important que la technologie, pardon? Alors, c'est pas forcément un combat, mais c'est un sujet important et incontournable. Effectivement, on passe beaucoup de temps sur les contrats de licence, sur les sujets de propriété intellectuelle. Surtout que nous, on a les grandes licences internationales comme Disney, Pokémon aussi, bientôt Hello Kitty, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais également cette relation tripartite avec les artistes et les designers. Donc c'est une double complexité aussi entre ce qui nous est imposé par les licences et aussi la liberté et l'autre contrat qu'on va avoir avec la partie créative. Ce qui est sûr, c'est que c'est incontournable et il faut être extrêmement précis et vigilant, et on a des directives et ce sont des contrats parfois qui font une centaine de pages. Donc il faut bien les garder en tête, et c'est aussi tout le challenge, parce que comme on développe l'activité, on multiplie effectivement les collaborations, les nouveaux projets. Là, on est également en train de signer avec Warner Bros. Donc c'est vrai que chaque contrat est spécifique avec ses zones précises. Certains sujets qui sont autorisés, d'autres qui sont moins autorisés. Donc être vraiment extrêmement vigilant par rapport à tout ça. Une législation qui est différente selon les pays. En plus de cela, vous êtes, tout comme vous l'êtes également, Mme Cap, sur l'international. Comment est-ce que puisque c'est votre relais de croissance, c'est la distribution internationale, comment est-ce que vous abordez ces questions ?
Alors au début, quand j'ai repris la société, j'ai transféré toutes les licences sur la nouvelle structure, ce qui n'était pas forcément évident parce que par exemple Disney, il a fallu aller les séduire aussi, leur expliquer les nouveaux projets qui allaient voir le jour et surtout que ça tombait à l'occasion du 90e anniversaire de Mickey. Donc ça a été quand même un moment fort pour la marque et pour sa relance. Mais au début, quand on a repris ces contrats existants, il y avait des spécificités avec le droit de vendre sur tel ou tel marché, ce qui était assez difficile parce qu'évidemment, en multipliant les gammes et les collections, on ne peut pas vendre une collection sur un marché et pas l'autre sur le même marché. Donc là, moi, mon objectif et ce qu'on a vraiment réussi à faire depuis quelques années, c'est d'avoir des licences pour le monde entier. Et au moins, comme ça, il n'y a plus de sujets. On vend sur le site internet, donc on ne peut pas ne pas vendre telle collection dans tel pays parce qu'on n'a pas le droit et la licence pour ce territoire. Donc aujourd'hui, on a réussi à vraiment tout uniformiser et ça fonctionne très bien. Et vous êtes dans le même cas de situation puisque vous allez ouvrir, je crois, quelque chose de physique, c'est étonnant, une boutique. Une boutique, oui, une boutique French Tech à Berlin par contre. Berlin. Mais par contre, vous faites 5%, si je m'abuse, de votre chiffre d'affaires en France et 95% à l'international. Tout à fait. Est-ce que là aussi, vous devez répondre à des impératifs au niveau des réglementations? Est-ce que ce n'est pas compliqué pour tous celles et ceux qui veulent se lancer à l'international et conquérir le monde? Alors effectivement, dans la mesure où depuis le début, on voulait se lancer à l'international, on a réfléchi à comment ne pas avoir des contrats différents selon les pays ou des spécificités. Sinon, vous scalez jamais, comme on dit dans le beau langage start-up. Donc c'était très important pour nous d'avoir des contrats avec les artistes qui allaient être les mêmes pour l'ensemble des pays. Et ensuite, il y a des réglementations, comme on est une boîte française, on est soumis à la législation européenne. Et effectivement, ça, on le respecte. Et les notions de RGPD peuvent être différentes selon les pays. Mais ça, voilà, c'est techniquement, on gère, mais on essaye de toute façon d'appliquer la législation française qui est souvent très protectrice sur l'ensemble de nos destinations. Vous avez levé 60 millions d'euros en série B en novembre 2021. Vous êtes ce qu'on appelle une scale-up. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et à quand la licorne? Quand la licorne, quand il y a encore du travail, il y a plein de choses à faire. Oui. Et puis les levées de fonds sont juste un symbole de ce qu'on réalise. C'est pas une fin en soi. Donc c'est une promesse quand même. C'est une promesse, c'est ce qui intronise le terme licorne effectivement. Mais nous, ce qui est important pour nous à court terme, c'est effectivement de pouvoir donner d'autres terrains de jeu à nos artistes, de promouvoir d'autres types de créateurs. Donc on a lancé, vous l'évoquiez, la représentation de designers et de petites marques de design à l'international. Donc en ce moment où la récession se fait sentir, permettre aux artistes de continuer à vivre de leur travail, je pense va rester un sujet d'actualité. Vous venez d'être, si je m'abuse encore une fois, primé Scale-up d'Île-de-France par EY. Oui, quelle chance. Est-ce que là aussi, même si ce n'est qu'une promesse, c'est pas pour vous un poids? Est-ce qu'avec vos associés, quand vous êtes partis, en préparant cette émission, j'ai bien vu avec Brice que vous portiez des valeurs, que vous vouliez ouvrir le monde, que vous étiez également, il y avait un aspect aussi militantiste à votre action, qu'il n'y avait pas 2% de femmes qui étaient exposées au MoMA, vous avez 49% de femmes artistes qui sont référencées chez vous. Est-ce que là, vous n'avez pas un peu peur de vous perdre dans cette espèce de réussite? Comment vous faites pour lier les deux? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, alors j'essaie de ne pas trop penser à tout ça. Et de toute façon, quand vous allez au bureau et que les collaborateurs vous posent des questions, à un moment donné, de toute façon, vous ne pouvez pas perdre le fil de ce que vous êtes en train de faire. Mais globalement, je pense que dans l'entrepreneuriat, l'exécution est clé, oui. Le focus est clé, la gestion de son emploi du temps est clé. Donc voilà, c'était inscrit dans mon emploi du temps que je venais ce matin. Mais j'ai un temps limité pour ce genre d'activité. D'accord, merci en tous les cas de nous donner un peu de votre temps. Je vais rebondir sur cet aspect de temps, puisque là aussi, vous avez peu de temps, vous êtes énormément prise par votre activité, votre entreprise est en train de se développer là aussi de façon exponentielle. Vous avez embauché et vous vous développez également à l'international, vous cherchez, par contre vous faites des petites séries. Comment est-ce que vous voyez et vous êtes également, si je ne m'abuse, et
Vous êtes devenu, vous avez été référencé, Madame Macron est venue vous rencontrer et vous êtes référencé comme artisan d'art, enfin vous êtes labellisé. Oui, on a le label entreprise du patrimoine vivant et effectivement c'est une fierté. Quand j'ai repris l'atelier en 2018, il y avait 6 personnes, dont la chef d'atelier qui était là depuis 30 ans, la sculptrice qui avait été formée par Marie Leblond. Donc le savoir-faire était intact. Et ma mission, bon, à l'époque, et qui est toujours la mission principale aujourd'hui, c'est de faire vivre ce savoir-faire, de former des nouveaux talents, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis, ce sont des métiers qui s'apprennent vraiment avec le temps. Il y a une exigence de la perfection, de la qualité, qui fait vraiment partie des codes. Et tous les collaborateurs sont également voilà, très sensibilisés à ce sujet. Moi, je partage beaucoup sur la destination de nos pièces, avec l'atelier, on explique aussi où vont les pièces, où elles sont exposées. C'est vrai que quand on a eu la visite de Madame Macron l'année dernière à l'occasion de la Design Week, ça a vraiment mis aussi un coup de projecteur sur nos sculptures. C'était assez inédit de voir Madame Macron parmi le Mickey de Kelly Open ou d'Aric Lévy. Il y avait un côté très ludique et aussi une belle reconnaissance de sa part sur notre activité, sur ce savoir-faire français avant tout de sculpture et de réalisation d'objets un petit peu surprenants et décalés. Décalés, mais également vous n'êtes pas dans la production intensive. Ce sont des séries limitées. Est-ce que vous nous expliquez quel est votre objectif? Vous êtes dans le haut de gamme quand même, hein. C'est une volonté de votre part. Hein. Oui, absolument. Et j'évoquais tout à l'heure le projet lors de la reprise avec Marcel Vanders, qui est un designer hollandais qui a peint à main nue avec le bleu de Delft la sculpture de Mickey d'1,40 m. Ce sont des pièces qui ont été limitées à 8 exemplaires, qui sont partis en 3 mois. Il y a eu un engouement totalement fou pour ce sujet-là, avec cette jolie signature de Marcel Vanders. Donc c'est vrai qu'on est très attaché à l'excellence, à ce côté unique de nos créations, même si évidemment on fait également des séries plus grandes, sur les plus petites tailles, qui nous permettent aussi de rentrer dans des points de vente comme les department stores. En ce moment, on a 200 mètres carrés de pop-up à la Samaritaine. Et c'est vrai que ça permet aussi de toucher cette clientèle qui cherche plutôt le petit cadeau et le petit clin d'œil. Dans les colonnes je reviens, le petit clin d'œil à ce qu'a déclaré Jean-Charles de Castelbajac dans le L dernièrement. Il dit « J'aime la sculpture pour sa relation avec la lumière, à la différence des illustrations qui n'ont que du vivant, l'intensité de mon trait. » Vous qui êtes passé par Boulle et par l'école du Louvre, est-ce que vous avez aussi cet amour chevillé au corps de la sculpture, ou est-ce que vous pouvez vous ouvrir à d'autres domaines d'expression artistique? La sculpture est passionnante et encore une fois, Marie Leblond a été la première en partant d'une planche 2D de Tintin, du personnage de Tintin, ouais, de créer la figurine en 3 dimensions. Donc ça participe vraiment au lancement de la marque et Jean-Charles de Castelbajac, depuis des années, dessine son ange à la craie sur les murs des grandes villes et c'est vrai que c'était aussi un très très beau challenge pour notre sculptrice, bien évidemment accompagnée avec Jean-Charles de Castelbajac, de donner vie en 3D à cet ange qu'on avait toujours vu et que tout le monde connaît en 2 dimensions. Donc la sculpture est une façon d'exprimer une vie différente dans l'objet, dans les différents personnages que l'on connaît tous ou qu'on a dans son imaginaire. Le passage de la 2D à la 3D, ça m'amène automatiquement à vous, Alexandre. C'est votre objectif là, ouais, à plus ou moins court terme. Ouais. Vous travaillez avec des ingénieurs, avec des mathématiciens. Vous êtes passé également par la programmation, par, ouais, le wagon. Ça a, ouais, été un élément déclencheur. Est-ce que, voilà, comment est-ce que vous voyez la transformation de vos productions de la 2D à la 3D? Est-ce que, ouais, ça va être... c'est là aussi une marche assez importante à franchir? Alors effectivement, j'ai coutume de dire que 2022 c'était l'année de la 2D et que 2023 serait celle de la 3D. En faisant le wagon, j'ai rencontré mes associés avec qui on a décidé de se lancer. Et en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, il n'est pas nécessairement sur la partie technologie. On sait que ça fonctionne. Aujourd'hui, créer des planches d'esquisse dans le style de Rodin en 2D qui pourraient être transcrits en 3D, c'est possible. Mais le vrai enjeu est plutôt comment avoir de la diversité, comment avoir de la richesse dans l'exploration créative pour ne pas avoir une certaine forme de standardisation au niveau des croquis, des esquisses qu'on pourrait avoir qui sont générés par intelligence artificielle. Et nous, on se rend bien compte qu'il
il y a un intérêt d'aller au-delà de l'innovation technologique et de le croiser avec un usage métier très fort. Parce qu'aujourd'hui, faire de l'algorithmie pour s'amuser à créer des choses, c'est déjà possible, mais personne ne s'est encore intéressé sur l'aspect vraiment B2B à croiser ces usages-là. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui pourraient être intéressants avec la 3D. On pourrait notamment imaginer, prenant une marque française comme Leroy Merlin, qui aujourd'hui, pour faire des cuisines, doit recréer un appartement témoin pour ensuite prendre des photos. On pourrait tout à fait imaginer intégrer leurs modèles 3D pour pouvoir les intégrer directement grâce à l'intelligence artificielle dans différents scénarios afin de, par exemple, utiliser dans un catalogue. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus et je pense que la France est tout à fait équipée pour répondre à ces enjeux-là et pouvoir avoir une certaine balance au niveau peut-être européen face à la Chine et les États-Unis qui sont les deux mastodontes dans ce domaine-là. De mastodonte, mais en France, on est accompagné. On va revenir dans quelques instants sur l'accompagnement dont vous avez pu bénéficier avec la BPI ou que vous souhaiteriez peut-être envisager avec la BPI. Mais j'aimerais revenir, puisque vous parlez de la démocratisation de la pratique artistique, hormis Singular, vous avez également souhaité développer une autre structure, Balthazart. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ou pas? Oui, c'est pas une autre structure, c'est encore vraiment dans l'entité juridique Singular. Donc Balthazart, c'est le pari de se dire qu'on peut accompagner des artistes qui ne sont pas professionnels, donc qui ne vivent pas de leur travail et donc on n'accepte pas sur Singular, mais qui ont envie de rencontrer leur premier public, de faire leur première vente, ou en tout cas de comprendre quel est le style qui plaît. Parce que je trouve intéressant ce que tu disais, d'essayer de ne pas avoir une uniformisation des styles et comment un artiste trouve son style. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. On voit avec nos artistes aussi comment ils évoluent au fil des années. Ça prend pas mal de temps. Mais donc à ce moment crucial, au départ d'une carrière, on se dit ok, est-ce que je prends le risque peut-être d'arrêter mon job alimentaire pour me lancer à plein temps, faire ma première exposition? C'est le pari de Balthazart, donc d'accompagner des artistes qui veulent rencontrer leur première audience, avoir des retours. C'est très important quand vous débutez. Et nous, on se dit qu'à la fois avec la data qu'on est capable de collecter, la visibilité qu'on est capable de leur donner, et par ailleurs, tout ce qu'on apprend des carrières professionnelles de nos artistes, on est capable de réduire à peu de temps ce temps de se dire est-ce que je me lance dans ma carrière chez nos artistes? Quand ils nous le racontent, ça a pu prendre 10 ans. On aimerait demain que ça puisse être en 2 ans, qu'un artiste se dise allez. Une mini BPI en somme. Un tremplin pour certains artistes, ce serait bien. Et aussi, je pense, vous parliez de notre combat pour la diversité et l'inclusion dans le monde de l'art, ça permettra, si aujourd'hui on arrive sur Balthazart à représenter des gens divers, venus de divers horizons, qui n'ont pas forcément... De différents pays, puisque vous soutenez également des artistes venus d'Afrique. Du monde entier, mais qui n'auraient pas la possibilité d'avoir une fenêtre sur le monde. Exactement. Grâce à Singular. C'est votre objectif également. Exactement. Et moi, quand je regarde la diversité socio-économique des étudiants en histoire de l'art, vous vous rendez bien compte qu'il y a une inégalité des chances dès ce moment-là. Donc Balthazart, c'est un peu le pari fou. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est l'idée, c'est la vision qui nous drive. C'est de se dire que demain, quelqu'un qui n'a pas une formation académique ou qui n'a pas eu les moyens potentiellement d'accorder du temps à son art puisse le faire et qu'ensuite il ait un feedback positif du public pour se lancer. Ça m'évoque une belle histoire en fait, qu'on a eue cette année. Au début de nos pérégrinations, on a pris un contact sur YouTube avec un YouTuber qui avait vraiment très peu de vues. C'est un libraire qui s'habite à Lille, j'en profite pour le saluer, Jean-Philippe, et qui en fait... à 60 ans, libraire à la Fnac dans le rayon art et culture, utilise aujourd'hui les IA, sa connaissance profonde de l'art pour créer des phrases exceptionnelles qui vont permettre de créer des rendus. Et c'est donc aujourd'hui pour nous un AI artiste. Alors c'est une nouvelle dénomination et aujourd'hui cette personne-là vit de son rêve. Elle a toujours voulu être un artiste. Aujourd'hui, elle est capable de récolter 500 € par mois grâce à YouTube. Donc ça, c'est des histoires aussi assez exceptionnelles qu'on va voir de plus en plus. Et je trouve ça, c'est ce qui est beau dans l'innovation et la créativité, c'est de donner la chance aux gens de faire des choses qu'ils ne pensaient qu'ils n'étaient pas possibles auparavant. Et pour ça, on est dans une époque assez formidable.
Formidable. Vous êtes formidables, tous les trois. Merci d'être avec nous. Je vais revenir sur le soutien que vous a apporté la BPI pour pouvoir créer votre entreprise et peut-être aller à l'export. Vous-même, le marché d'avenir, c'est les États-Unis. Nous, le marché que l'on vise, c'est le marché mondial de la création. Les États-Unis, nos principaux concurrents qui sont financés par Google, Facebook, Amazon sont basés aux États-Unis. A fortiori, nous voudrions créer un hub et être un champion européen d'abord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire des requêtes dans notre algorithme dans toutes les langues, ce qui est un peu une première mondiale. Et effectivement, le marché des États-Unis, on l'a dans un coin de notre tête. Et comme je vous l'avais dit, ils sont plutôt généralistes. Nous, on a essayé de faire un croisement vraiment usage B2B. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour se développer. Parlez-nous du programme French Tech Deepnum 2.0 ou... Alors, il y a deux choses sur lesquelles on est impliqué. Il y a donc French Tech Deepnum, qui est en fait une espèce de concentration de toutes les activités qui sont stratégiques en termes de diplomatie économique pour la France à horizon 2030. Donc, il y a un certain nombre de sujets comme la robotique, etc. Nous, on est impliqués là-dedans avec le soutien de Hub France IA pour pouvoir justement représenter la France dans ce domaine très particulier-là et faire briller la France à l'international. Et puis, comme je vous l'avais dit juste avant, le fait d'avoir le soutien de la BPI, la labellisation Deep Tech, qui est assez unique à avoir en France, puisque pour être Deep Tech et avoir un financement de l'État, il faut justifier de liens très étroits avec le milieu de la recherche. Donc nous, on a des liens étroits avec l'Université de Paris-Saclay, avec l'INRIA, et donc tout ça contribue à l'essor de petites pépites comme Cella Studio, et on espère bien rendre l'appareil de toutes ces éloges et toutes ces aides qu'on reçoit depuis le début. On vous le souhaite. Le Blond de Liane n'a pas encore de soutien de la BPI. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Vous avez, je crois, vous êtes passé à des matériaux, je dirais, nobles, le marbre en l'occurrence. Est-ce que ce sont des perspectives d'évolution de votre production? Parlez-nous de l'avenir, s'il vous plaît. Alors, par rapport à la BPI, je suis en relation avec les équipes depuis plusieurs années et nous avons un lien de bienveillance où évidemment j'échange sur l'actualité, je donne vraiment le maximum d'informations. Pour l'instant, je n'ai pas fait appel à eux, mais je l'ai bien dans un coin de ma tête. On a plutôt, dans cette phase de croissance, on s'est autofinancé. C'est vrai que la question ne s'était pas vraiment posée aujourd'hui, même si maintenant nous avons des perspectives d'agrandir le site de production, de nouveaux développements. Donc, ce sont des éléments importants à bien avoir. Ça rassure de se dire que ça existe, que c'est possible, oui, que vous avez une relation, que voilà, il y a un interlocuteur tel que la BPI ou que le réseau French Touch qui peut. Est-ce que c'est quelque chose que... Oui, absolument. Et puis d'avoir cet accompagnement, même s'il n'est pas concrétisé aujourd'hui, mais d'avoir de l'intérêt aussi pour ce que l'on fait, pour ce projet de reprise, qui est un projet français, qui fait vivre... une production française, made in France, avec un label. EPV, donc c'est vrai que ça prend évidemment tout son sens. Vous évoquez les nouveaux matériaux. Effectivement, il y a des démarches un petit peu expérimentales aujourd'hui et on a vraiment à cœur de le faire et d'aller également, de se remettre toujours en question, de chercher des nouveaux axes aussi de développement. On avait commencé avec une collection en bronze de l'artiste Harry Clévy, qui est intervenu aussi il y a quelques années. La collection est devenue assez intemporelle et continue de se vendre très bien. Ça prenait également beaucoup de sens de faire cette série en bronze, parce qu'il travaille beaucoup le bronze. Après, on a eu l'idée du marbre, on a aussi intégré des éléments en noyer. Donc, ce sont vraiment des collections évidemment très, très haut de gamme et en série extrêmement limitée, mais qui fonctionnent très bien avec le reste de nos collections. Merci à vous. Un dernier mot. On va laisser la parole à notre ambassadrice, à une des ambassadrices de la French Touch. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes un des joyaux de la French Touch. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui nous regardent et qui ont envie de s'investir? On n'a peut-être pas conscience, quand on est dans des domaines aussi variés que le design ou l'audiovisuel, de se dire tiens, on peut aller toquer à la porte de la BPI et peut-être que son entreprise mérite le regard et l'accompagnement de la BPI. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes entrepreneurs? Alors, je pense que plein d'entrepreneurs savent que la BPI existe. Il y a effectivement la capacité à financer. Nous, Digital Venture, donc, qui est un autre élément que la French Touch, mais est un investisseur depuis le tout début de Singular. Donc,
Bien entendu, si vous n'avez pas vocation à lever des fonds et vous n'avez pas envie, cette partie-là est moins intéressante. Mais la French Touch, parce que la vocation de la French Touch est de désiloter, comme vous le disiez, les verticales des industries créatives et culturelles, c'est un facilitateur de rencontres. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant pour un entrepreneur. On a parlé du fait que le focus et l'agenda étaient quand même important, un élément sur lequel on devait faire attention. Vous n'avez pas de temps, l'exécution c'est important, donc la facilitation dans les mises en relation est un gain de temps énorme, hyper précieux, et ils ont la capacité d'aller chercher des gens qui vous inspirent, et s'ils peuvent vous être utiles, ils iront les démarcher pour vous. Donc, en tout cas pour Singular, ça c'est quelque chose de très précieux. Et donc peut-être que si vous vous dites, ah tiens, je suis une petite boîte, mais moi mon rêve ce serait de faire un partenariat avec telle entreprise qui est déjà plus avancée, voire qui est un mastodonte des industries créatives et culturelles, la French Touch, si elle croit dans votre projet, est capable de vous accompagner dans ces mises en relation, par exemple. Merci beaucoup Vera Kempf, vous êtes cofondatrice de Singular. Merci à vous Juliette de Blégy, vous êtes la présidente de Leblond de Lienne. Et merci à vous Alexandre Lavallée, vous êtes le CEO et le cofondateur de Célas Studio. Et merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission où nous avons mis à l'honneur, nous avons tenté de mettre à l'honneur celles et ceux qui font vivre la French Touch.